Il va remettre la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour la Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir toutes et tous, on se retrouve pour ce Club Mounégou prono de la saison 2024-2025. Petit comité cette année, on était plutôt habitué à faire ça à 3 ou 4, mais là, des petits problèmes de disponibilité, et puis de toute façon, voilà, l'émission, il faut qu'on la fasse maintenant, avant que ça reprenne dès ce dimanche. Donc je suis avec Quentin. Salut Quentin. Ouais, salut. Bah, du coup, on va exposer tout ça, tous nos arguments, et puis les autres pourront pas se défendre et on pourra se moquer d'eux sans problème. C'est parfait. Oui, malgré tout, on a leurs réponses. On a évidemment vos réponses également, vous, auditeurs, qui avez voté via le formulaire sur Twitter depuis le début de semaine. Donc on va pouvoir commencer. Maintenant, vous en avez l'habitude, hein, ça doit être la 4e ou 5e fois qu'on fait ça. Donc on commence à être un petit peu rodé. On va commencer tout de suite par les pronos collectifs et par le championnat, la Ligue 1. Quentin, déjà, quel est le pronostic des auditeurs pour la saison à venir? On le rappelle, hein, Monaco, au moment où on enregistre, on a 7 points après 3 journées. Voilà. Ouais, du coup, les auditeurs nous voient second, terminer second de ce championnat. Alors, est-ce que je dis les points? Est-ce que je dis la moyenne des points direct, moyenne, ou alors d'abord on parle de la position? Non, tu peux dire balance la moyenne avec. Voilà, alors du coup les auditeurs nous voient deuxième avec 75 points, ce qui est relativement élevé quand même, parce qu'on rappelle qu'on a fait un peu moins la saison dernière. On en était 67. À 67, c'est ça, ouais. Ouais. Et du coup, on a fini deuxième assez confortablement avec ce total. Est-ce que les auditeurs nous voient du coup dans une Ligue 1 un peu plus disputée et avec un niveau quand même peut-être plus élevé dans le haut du tableau? Voilà, faut voir. On a aussi pas mal de gens qui nous voient troisième, et à l'image de la plupart des gens aussi dans l'équipe, je pense. On oscille entre ces deux places de toute façon. Peu de gens nous voient gagner le titre. Oui, je crois que personne, en tout cas dans l'équipe Radio Diagonale, nous met champion cette année. C'est vrai que ça a beaucoup parlé sur le fait que le PSG a entamé un nouveau cycle, un cycle entre guillemets sans star, plutôt sans superstar. Leur début de saison est très bon, même si le premier match contre Le Havre était un petit peu menteur, le score en tout cas est un peu menteur, et même face à Lille, hein, ils étaient quand même pas loin de se faire égaliser alors qu'ils étaient tranquilles à 2-0. Malgré tout, Paris quand même semble toujours avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Donc nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est 2 ou 3 a priori. Dans l'équipe, c'est pareil, hein, on oscille entre 2 et 3. Je vais te laisser ensuite dire qui a fait quoi. Moi, je nous ai mis deuxième, 68 points, je crois, donc grosso modo un peu comme l'année dernière, sachant qu'il y a une équipe qui me fait peur, c'est Marseille, puisque Marseille, je trouve, c'est bien renforcé, a pris un entraîneur de qualité, un joueur qui en temps normal ne devrait pas être chez eux s'il n'y avait pas eu tous ces gros problèmes extra-sportifs. Ils ont fait le choix de le prendre, ça c'est leur problème, mais en tout cas sportivement il va leur faire énormément de bien. Je parle évidemment de Mason Greenwood, et en plus Marseille ne dispute pas la Ligue des Champions cette année. Oui. Et donc puis, effectivement, moi je les vois devant nous, c'est pour ça que je et même vois aussi troisième. Ne participe même pas à de compétitions européennes, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. J'ai un énorme doute, mais pour moi, non. Donc voilà, je pense qu'avec leur effectif, moins les compétitions européennes, ça va être notre adversaire numéro 1. Toi, tu nous as mis troisième pour le coup. Ouais, moi, tous les ans, je suis un peu le plus pessimiste au niveau des points. Alors, je me suis trompé l'année dernière, évidemment. On a quand même fait un meilleur total que ce que je pensais. Mais là, clairement, donc, je suis le plus pessimiste avec 63 points et je le vois troisième. Malgré qu'après, il y a Flo, Pierre et Arthur et Damien, d'ailleurs, qui sont dans le même avis que moi au niveau des places.
Mais eux, leur total est un peu plus élevé. On a Damien qui a 64 par exemple. Mais voilà, on tourne quand même en moyenne sur une saison relativement similaire à la précédente. Moi, je pars du principe aussi que voilà, on a une Coupe d'Europe à jouer et on a beaucoup plus de matchs que l'année dernière. C'est pas rien, les 8 matchs à jouer en Coupe d'Europe. Et en plus, on peut imaginer qu'on va faire un meilleur parcours en Coupe de France qui nous amènerait encore plus de matchs. Bref, quoi qu'il en soit, et vu l'effectif qu'on a cette année, je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse mieux que l'année dernière. Donc voilà mon idée en tout cas. Ouais, moi voilà, c'est ça. Dans l'équipe, donc on est entre 2 et 3, et les points, ça va donc de 63 pour toi à 71 pour Boris, Arthur et Adrien, sachant qu'avec ce total, Boris et Adrien nous voient second, alors que Arthur nous voit troisième avec le même total. Pour le coup, je pense que 71, quand même, ça devrait le faire pour être deuxième, mais bon, à voir encore une fois ce que va faire a priori l'OM, même si... on n'est pas à l'abri aussi d'une bonne saison d'une équipe comme Lille, mais Lille, pour le coup, eux, ils ont la Coupe d'Europe, donc ils vont peut-être aussi perdre quelques plumes à ce niveau-là. Coupe de France, les auditeurs, vous nous voyez être éliminés en demi-finale. Quart de finale pour Patrice, Damien, Adrien, Pierre, 16e seulement pour Boris, Arthur Nouet sortir en 8e. Demi-finale pour toi, Quentin, et Flo et moi, on est extrêmement positifs puisqu'on nous la voit remporter la coupe. Moi, j'ai envie d'y croire à un titre, et j'ai envie de croire à l'année du centenaire, et donc à un titre pour fêter ça. J'ai pas fait l'émission bilan Mercato, mais c'est vrai qu'ils ont terminé sur est-ce que l'effectif est meilleur que celui de l'année dernière. Moi, j'ai envie de croire que oui, même si on a perdu deux éléments importants, parce que je compte dans la progression essentiellement de nos jeunes, mais également d'autres joueurs qui étaient déjà en place et qui, je pense, vont faire une saison encore de plus grande qualité avec déjà une saison derrière eux au club. Donc j'ai envie de croire que ça va se répercuter sur la Coupe de France et qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises comme il y a eu les années précédentes. Et puis après, la Coupe, on le sait, il y a aussi... les histoires de tirage au sort, ça c'est quelque chose que tu contrôles pas, on va pas se mentir, vaut mieux éviter le PSG le plus longtemps possible, voire les éviter tout court jusqu'au bout. Mais voilà, j'ai envie d'y croire, c'est un peu mon gros prono positif cette saison. Il sera un peu moins positif pour ce qui est de la Ligue des Champions. Et toi, Quentin, donc demi? Ouais, de toute façon, c'est un peu la loterie aussi. C'est vrai que tous les ans, on y croit. Moi aussi, j'y crois évidemment de cette Coupe de France, et aussi, ce serait un beau symbole cette année. Malgré tout, je n'ai pas l'impression qu'on y attache une importance folle, sauf à partir du moment où on arrive dans le dernier carré, notamment en demi ou en finale. Et là, effectivement, je sens une compétition peut-être un peu plus relevée dans ce dernier carré, et potentiellement, qui sait, un PSG ou autre. D'ailleurs, personne du coup dans l'équipe ne voit perdre en finale, ce qui est une première, parce qu'avant, c'était souvent ce qui était pronostiqué, vu qu'on pouvait tomber contre Paris. Mais bon, sur l'histoire d'un match, sur un contexte aussi un peu différent, où on n'aurait plus de Coupe d'Europe potentiellement, parce que c'est à ce moment-là où, on va en parler juste après, mais c'est à ce moment-là où, au niveau de la saison, on sera bien avancé au niveau de la Coupe d'Europe, et donc potentiellement on n'y sera plus. Donc peut-être qu'on mettra tout sur la coupe, mais bon. Non, mais voilà, demi, on verra bien. Oui, non, de toute façon, ça reste le plus probable. Encore une fois, si on m'avait demandé de miser de l'argent... j'aurais pas mis vainqueur de la coupe. Ça reste un call assez risqué, encore plus risqué que finir seconde du championnat, je pense. Surtout que, encore une fois, on l'a pas gagné depuis 91, cette coupe. Alors, il y a eu 93 où on saura jamais, puisque la finale n'a pas eu lieu. 92, pardon. Mais bon, 91, ça commence à remonter un peu, et espérons qu'enfin cette année, on puisse remettre cette belle compétition à notre palmarès. Maintenant, la Ligue des Champions, Quentin, on est de retour, après plusieurs saisons sans, quelques passages en C3 globalement assez moyens. On a fait l'émission tirage au sort. Globalement, moi, je continue de penser que Monaco s'en tire avec un tirage jouable, clément. Malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on va finir dans les 8 premiers
des 36 équipes. D'ailleurs, personne ne nous voit à ces postes-là. Les auditeurs, encore une fois, vous faites partie des plus optimistes, puisque vous nous voyez 9 à 16, ce qui nous permet de recevoir, entre guillemets, plutôt d'avoir l'avantage du terrain sur le match retour des barrages, en affrontant donc les équipes classées de 17 à 24e. 9 à 16, c'est également le choix d'Adrien et d'Arthur. Pour tout le reste de l'équipe, et donc toi, Quentin, c'est 17-24. Et 17-24, d'après toutes les projections qui ont été faites, c'est a priori entre 9 et 13 points. Quelque chose du genre. Ouais. Donc puis en plus, c'est ce qui nous permet de passer du coup en barrage. Oui. Et voilà, clairement, je pense aussi que c'est un peu l'idée qu'on se fait, c'est que de toute façon l'objectif, c'est quand même de sortir de cette phase de championnat en quelque sorte, à venir en match à élimination directe et pas à se faire éliminer évidemment. Je pense qu'effectivement tout le monde cerne bien un peu les adversaires qu'on a. On peut clairement avoir ce total de points et s'en sortir. Alors de là à être effectivement 1-8, je vais pas en parler, mais de 9 à 16, je pense que c'est toujours atteignable, mais c'est vrai que voilà, dans le contexte qu'on connaît, et puis avec des déplacements un peu plus compliqués, peut-être aussi avec un effectif qui tourne. Voilà, on peut se dire aussi que ça peut être compliqué à aller chercher, mais bon, on est après tout, voilà. Je pense que c'est pas inatteignable du tout, mais je suis assez d'accord avec les gens qui mettent 9 à 16 aussi. Mais malgré tout, on reste quand même qualifié à partir de la 24e place, donc voilà, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de calculs de fait dans ce niveau-là, et je suis pas sûr qu'on joue au maximum à avoir à un moment donné si on peut avoir la 9e place plutôt que la, je sais pas, la 20e. Est-ce que ça changera beaucoup de choses par rapport à nos adversaires ou à quoi que ce soit? Faudra voir quoi. A priori sur le papier oui, mais c'est vrai que tu peux pas, c'est trop compliqué pour se projeter. Tu sais pas, il y aura peut-être des équipes qui auront entre guillemets de la chance d'avoir fini 20e et d'autres qui seront 17e et qui auront un tirage plus dur évidemment. Maintenant c'est sûr qu'entre 9-16 et 16-24, il n'y a pas tant d'écart quand t'es au milieu de ça, et que en plus très certainement entre la 14e et la 18e place, il y aura peut-être que 2 points. Donc 2 points c'est pas beaucoup, mais c'est à la fois énorme. On sait que ça va jouer après, ça sera sur le goal average. Donc est-ce que Monaco déjà gagner des matchs, ça je pense qu'on a tous envie d'y croire, mais en plus il faudra potentiellement avoir des bons goal average pour en plus en cas d'égalité grappiller quelques places. Donc c'est vrai que on peut, oui, ce qui a priori en tout cas sur le début de saison n'est pas notre fort pour marquer des buts en tout cas. Donc ouais, je pense qu'il faudrait vraiment que toutes les planines s'alignent bien pour être de 9 à 16, mais que par contre on peut quand même logiquement viser 17 à 24. Encore une fois, c'est sur 36 équipes, donc ça fait 2/3 des clubs qui se qualifient. Il est encore très tôt, c'est un nouveau format, on a très peu d'informations, on a aucun historique, donc on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, à partir de quelle journée certaines équipes vont plus ou moins faire tourner parce qu'elles penseront qu'elles sont éliminées. Voilà, il y a trop d'incertitudes pour avoir beaucoup de certitudes, mais j'ai envie d'y croire, voilà, à une qualif. Par contre, élimination en barrage, là je ne vois pas aller plus loin. Globalement, pareil, c'est le choix qui a été fait à peu près par tout le monde, à l'exception de Pat, Adrien, Pierre et vous, auditeurs, qui nous voyez aller jusqu'en 8e, donc passer quand même un tour de plus, 2 matchs de plus, et sortir en 8e de finale, donc face à une des équipes qui aura fini dans les 8 premières places. Ouais, les auditeurs qui sont assez optimistes, oui. Qui sont aussi la moitié d'entre vous du coup nous voient de 9 à 16 déjà, et donc forcément si on est de 9 à 16 on obtient potentiellement un tirage facile a priori en barrage, a priori, voilà, encore une fois, mais bon, c'est qu'un match, on sait très bien que ça peut le faire. On a déjà passé des tours à élimination directe, même si récemment j'ai pas le souvenir de beaucoup de tours à élimination directe qui sont bien passés pour nous. Voilà, moi aussi je suis assez pessimiste là-dessus, à ce niveau-là. Si on est en barrage, et c'est très probable qu'on y soit,
ça va être compliqué d'en sortir. Malgré tout, ça reste un match, ça reste une double confrontation. Et alors, je sais pas quand ce sera. Du coup, ce sera plutôt en février-mars, ouais. Février, ouais. Ouais, février. Donc ça se termine le 29 janvier, les poules. Donc je pense que ça rattaque très rapidement derrière. Peut-être pas dès la semaine d'après, mais certainement donc à la mi-février, parce que encore une fois, il y a 2 journées de plus. Donc ça coïncide avec un calendrier assez compliqué en Ligue 1 en plus. C'est pour ça que je regardais à ce niveau-là en février. Donc bon, potentiellement, c'est pareil. On va pouvoir... on peut se dire que ça va être compliqué à ce niveau-là aussi. Donc, mais bon, effectivement, 8e, voilà. Par contre, très peu de monde nous voit passer effectivement ces 8e. Ça, il n'y a pas de... Non, mais déjà, a priori, ton barrage, il y a quand même beaucoup plus de cas où tu pars pas favori que de cas où tu es favori contre une équipe. Encore une fois, c'est à l'instant T. Peut-être que d'ici là, on aura été très bon et que du coup, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup plus de cas où on sera pas favori. Donc, a fortiori en 8e contre les équipes qui auront fait 1-8, à moins qu'il y ait une énorme surprise ou alors une équipe qui s'y retrouve et puis qui perd 2 de ses meilleurs joueurs. Mais même ça, sur le papier en tout cas, il n'y a aucun monde où on part favori contre une des équipes qui aura fini 1-8. Voilà, bon, globalement, c'est plutôt une saison donc positive qu'on voit, parce qu'on parle quand même donc d'une sortie de poule de Ligue des Champions pour tout le monde. Personne, pour le coup, ne nous voit être éliminé complètement des compétitions européennes. Une Ligue 1 entre 2 et 3e, ce qui veut dire une requalification pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Et en Coupe de France, bon voilà, c'est un peu plus fluctuant parce que ça va de vainqueur à 16e de finale. Donc là, on est soit sur une apothéose, soit sur un énorme échec. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il y a cette question de tirage au sort. Tu prends Paris, je sais pas, dès les 16e ou dès les 8e. Bon, forcément, c'est différent que si tu te fais rééliminer par un club de Ligue 2, comme sur les dernières années, au tir au but, quand tu as le match en main, qui plus est. Et que tu as le penalty de la gagne, en plus, les 2 fois. Faut quand même pas l'oublier, ça, que Golovin et Balogun, à chaque fois, ont eu le penalty du tour suivant, ils l'ont raté. Petite catégorie maintenant, rapide, meilleur buteur et passeur. Là, pour le coup, je vais être seul au monde, mais ça me fait plaisir. Et puis surtout ça, je vais expliquer pourquoi. Mais bon, les auditeurs, à 52%, vous avez voté pour Bril Embolo. Toute l'équipe Radio Diagonale, à l'exception de Pierre et moi-même, ont voté pour Bril Embolo. Pierre est parti sur Akliouche avec seulement 12 buts. Donc, ce qui veut dire que il voit personne marquer vraiment beaucoup de buts. Ce qui est une vraie possibilité, faut pas l'oublier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait une autre question dont on va parler dans pas longtemps, sur est-ce qu'on va vraiment avoir beaucoup de joueurs qui vont atteindre cette barre des 10 buts, parce qu'a priori, on ne semble pas avoir de gros buteurs qui se détachent. Pour les buts d'Embolo, ça varie entre 13 et jusqu'à 21 pour Flo. 13, c'est Adrien. Vous, auditeurs, vous êtes à 18 buts pour Bril Embolo. En tout cas, c'est le nombre de buts moyen. Et c'est le buteur qui a été le plus voté. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous avez voté 18 pour Embolo. Encore une fois, il y en a peut-être qui ont mis 25 pour Balogun. Mais on ne sait jamais. C'est peut-être ce que j'ai fait, ou pas loin. Toi, Quentin, Embolo, 16 buts. A priori, quand même, ça semble être le call sécurite, on va dire, de ce début de saison. Surtout qu'a priori, c'est lui qui va être en charge des tirs au but, même si j'en suis même pas persuadé. Mais... Ouais, puis je sais qu'à sa première saison, quand il arrive, il claque. Je crois que c'est un truc du genre 14 buts, justement. Et encore, il y a Ben Yedder et il y a plein d'autres buteurs, en fait. Et malgré qu'il soit là et qu'il met des buts décisifs, sur toute la saison, voilà, on sait qu'on joue beaucoup de compétitions. Beaucoup de matchs, disons. Donc 34 matchs en Ligue 1 et 8 matchs en Ligue des Champions au moins. Et après, il y a la Coupe de France. Bon, on peut se dire qu'avec tout ça, ça fait beaucoup d'opportunités pour marquer. Et ça me paraît pas déconnant de passer les 15 à la barre des 15 buts, même dans une saison où il y a beaucoup de buteurs. Et surtout pour notre numéro 9, parce qu'on en a pas beaucoup, clairement. Et dès qu'ils savent marquer, en tout cas. Et donc voilà, moi je me range un peu dans ce plan-là, avec Embolo, effectivement. Donc, comme les auditeurs qui le voient, plus de 50% des gens le voient meilleur buteur. Et voilà. Et après, toi, du coup,
tu tranches comme... T'es pas le seul à voir cette personne. Non, bah non. Buteur. Je suis forcément pas le seul. Vu que... D'ailleurs, c'est le deuxième plébiscité à égalité avec Minamino. Et c'est Balogun. Ouais, moi je suis parti sur Balogun avec 18 buts, toutes compétitions confondues, ce qui est un bon total, mais pas non plus extraordinaire. On le rappelle, 42 matchs minimum. Il y en a eu déjà 3. Honnêtement. Il y a eu déjà 3 de passés, donc il en reste 39. 40, parce qu'il y en aura forcément au moins un en Coupe de France. Donc voilà. Mais j'ai envie de croire qu'il va se réveiller, qu'il va nous planter des buts, et c'est surtout qu'en fait, au bout d'un moment, je nous vois seconde Ligue 1, je nous vois sortir donc des poules de Ligue des Champions, je nous vois remporter la Coupe de France, et j'ai du mal à voir tout ça si on n'a pas un Balogun bon buteur. Alors il sera peut-être pas le meilleur buteur, peut-être que ça sera Mbolo, peut-être un autre, un peu plus de mal à y croire, mais pourquoi pas. Mais si on me dit que Balogun refait la saison qu'il a fait l'année dernière, bah, je nous mets pas seconde Ligue 1, je nous mets peut-être pas sortir des poules de Ligue des Champions, et je nous mets pas vainqueur de la Coupe de France, parce qu'au bout d'un moment, on va avoir besoin de lui. Et je pense qu'on va aussi, particulièrement pour le championnat, on va avoir besoin de lui dans les grandes largeurs, et avec quand même un total de buts assez élevé. Donc c'est pour ça que je suis parti sur lui. Je le vois plus buteur que Mbolo et également dans l'âme. Il y a aussi toujours la question d'Mbolo avec les blessures. Donc c'est un peu ma grosse cote, mais c'est aussi un souhait que Balogun, en tout cas, marque 18 buts, et si Mbolo en marque plus, tant mieux pour lui, et tant mieux pour nous. Mais voilà, j'ai envie de croire en Balogun. Voilà, il y a eu 3 journées, il n'a pas marqué, Mbolo non plus. Pour l'instant, on n'a que des mecs à 1 but, donc personne ne s'est détaché. Donc c'est pour ça, voilà, j'ai envie de partir sur Folarin Balogun, et donc comme je l'ai dit, Pierre sur Akliouche, et du coup ça permet également de parler d'une autre question. C'était combien de joueurs voyez-vous marquer plus de 10 buts? Je te laisse la main, Quentin. C'est vrai que c'est une question importante, parce qu'on a perdu donc Ben Yedder, qui était notre buteur numéro 1, notre tireur de pénalty sûr. On a un peu peur sur notre efficacité offensive, sur la qualité de nos buteurs à justement marquer des buts. Mais on a quand même une force offensive, on la sent, elle est là. Malgré tout, dans toute cette force offensive, on pense évidemment à Golovin, Minamino, Akliouche, Ben Seguir, en plus de nos attaquants. Est-ce que ça peut suffire malgré tout pour qu'ils aillent taper les 10 buts? Quel est le vote des auditeurs et de l'équipe, Quentin? Eh bien, du coup, les auditeurs ont tranché sur 2. Alors pareil, je pense que c'est les 2 buteurs. Hein. Pour le coup, voilà, il y a 2 buteurs, et c'est le cas. Après, c'est même déjà un pari, parce que on peut se dire aussi que c'est rare de voir autant de joueurs, enfin déjà 2 joueurs passer les 10 buts chez nous. Enfin, c'est pas rare non plus. Ça arrive pas. Disons que ça arrive pas toutes les saisons, quoi. Non. Parce que bon, des fois on a un Voland qui arrive, qui met ses buts. On a Mbolo il y a 2 ans, comme j'ai dit. L'année dernière, par exemple, il me semble pas que Minamino atteint les 10 buts. Ou alors il est à 9, je sais même plus jusqu'à combien il est. Bonne question. Voilà, on n'a pas bossé notre sujet, mais bref, c'est un peu voilà, c'est compliqué quand même d'avoir les 10 buts. Après, là, on peut se dire aussi, encore une fois, il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup d'occasions de marquer, et il y a aussi beaucoup de joueurs potentiels à aligner. Hein. Il y a beaucoup de milieux offensifs qui peuvent prétendre à ces 10 buts. Hein. On peut penser à Akliouche, comme Pierre l'a mis en meilleur buteur, à Minamino, qui a calé pas mal de buts l'année dernière, à Ben Seguir, qui revient bien cette saison. Et donc, du coup, à nos attaquants, hein, donc Balogun et Mbolo, même Inikena, hein, si on pousse aussi le vice. Hein, c'est vrai que 10 buts, c'est pas non plus. S'il en met un de temps en temps, ça peut arriver. Donc voilà, nous, on est plutôt parti sur 2, 3 ou 4. Hein, dans tous les cas, il n'y a pas plus. La personne qui a mis 4, la seule personne qui a mis 4 du coup chez nous, c'est Adrien, voilà, qui voit vraiment 4 joueurs marquer plus de 10 buts. Et la plupart du temps, on reste sur 2, sauf du coup toi et Damien Damien et Pat du coup qui sont sur 3. Voilà, mais globalement, oui, on est quand même quasiment tous d'accord sur le fait qu'il y aura 2 joueurs qui atteindront ces 10 buts-là au moins, et aussi parce que on voit quand même une attaque quand même qui est assez prolifique quand même ces derniers mois, ces dernières saisons. On n'a pas de
voilà, on sait marquer des buts, on sait très bien qu'on a des buteurs même qui sont pas dans le poste, mais qui savent marquer, hein, des joueurs qui savent scorer, clairement, finir. Et voilà, ça peut venir de tous les côtés, donc forcément, ça peut faire plusieurs joueurs qui atteignent cette barrière. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mis 3 parce que je pense qu'il y aura nos 2 attaquants phares. Et je vois bien au moins un de nos 4 offensifs atteindre les 10 buts. Et petite préférence pour Minamino. Mais après, encore une fois, ça se jouera pas non plus à grand chose. Que peut-être Ben Seguir à Cliouche, ça va peut-être finir à 8 buts. Donc on n'en sera pas si loin. Mais 10, c'est quand même une vraie barrière, hein. Même l'année dingue de 2017, on en a plusieurs, hein, qui sont à 10 buts. De mémoire, on doit en avoir 5, peut-être 6, ce qui est énorme. Mais bon, cette année-là, tu mets plus de 100 buts en Ligue 1, parce que tu as Falcao, tu as Mbappé, tu as évidemment Germain qui atteignent les 10 buts. Tu vas certainement y avoir Bernardo Silva. Carrillo, bon, peut-être pas les 10, mais Carrillo, je crois qu'il en met 7 ou 8 sur l'année. Donc ça fait, voilà, je pense qu'on en a au moins 4 cette année-là qui atteignent les 10 buts. Faudrait voir Thomas Lemar, etc. Est-ce que ça monte à 10 ? Parce que malgré tout, encore une fois, c'est là où on se rend compte que 10, c'est beaucoup. Parce que dans une saison extraordinaire comme celle de 2016-2017, on en a eu, mais on n'en a pas eu non plus 60. Donc, c'est ça, c'est quand même une saison extraordinaire, quoi, qui sort quand même des standards, quoi. Donc, faut rappeler par exemple que même un Golovin, on se souvient de beaucoup de buts de Golovin quand même depuis qu'il est arrivé, hein. C'est quand même un des joueurs les plus capés, voire le joueur le plus capé de l'équipe. Il a jamais mis 10 buts dans une saison. Donc, faut se dire aussi que, voilà, même quand il a été le seul milieu offensif qui était le plus disons même le seul milieu prolifique de notre équipe, parce que pendant un moment il y a une grosse dictature du numéro 9 quand même. Voilà, Golovin, il savait marquer quand même des buts. Il n'arrivait pas à enquiller ses 10 buts, quoi. Donc, ouais. On a l'année du titre, hein, voilà, je le dis, maintenant c'est fait. On a 6 joueurs qui atteignent. Donc, tu vois, c'est l'impression que j'avais au début, mais j'avais quand même un petit doute. On a Falcao à 30, Mbappé 26, Germain 17, Lemar 14, Fabinho 12, Bernardo Silva 11. Et ensuite, on a quand même 3 mecs qui sont à 8 buts, Glick, Carrillo et Bouchilla. Et encore Fabinho, il tirait les pénaux. Donc c'est aussi. Oui, mais ça fait partie. Faut imaginer ça, quoi, parce que nous, on va laisser un attaquant tirer le péno normalement. Fabinho tirait les pénaux quand il n'y avait pas Falcao. Oui, mais bon, sinon, il en a marqué une paire sur les 12, je pense. Oui, il doit quand même y en avoir un petit paquet, mais Fabinho, sinon, ouais, on a surtout en tête son but évidemment contre City, hors penalty, et très marquant. J'en ai pas d'autres comme ça, il y en a évidemment d'autres, hein, mais c'est vraiment celui évidemment qui revient tout de suite. Voilà, meilleur buteur, Caio, hein, pour 47% des auditeurs. Meilleur passeur, pardon, 47% des auditeurs. Le nombre de passes décisives moyenne vue pour notre meilleur passeur chez les auditeurs est de 12. L'équipe Radio Diagonale, on est quasiment tous chez Caio Henrique. Boris voit Golovin avec 10 passes. Et toi, Quentin, du coup, tu es également le seul à avoir fait un autre choix. C'était mon choix de l'année dernière, je crois. Et j'avais eu raison, mais bon. J'avais dit moi-même que c'est parce que Caio n'avait pas joué. Et que sinon, évidemment, que ça aurait été Caio l'année dernière, vu que je crois qu'il finit à une passe décisive de lui en ayant joué 30 matchs de moins. C'est Takumi Minamino, toi, que tu as mis meilleur passeur. Alors, est-ce que ça veut dire que tu vois également Caio Henrique perdre sa place ? Alors effectivement, c'est ce que j'allais dire. C'est pour moi, il y a une part de Caio Henrique a fait un peu de la merde, quoi. C'est sûr. Normalement, c'est lui qui est le passeur prolifique de notre équipe, notamment parce qu'il tire les coups de pied arrêtés. Et ça, il n'y a pas de secret, hein. C'est comme ça qu'il a les passes décisives. Mais aussi, je vois aussi un joueur, je vois Minamino confirmer une saison et même 2 dernières saisons qui étaient relativement bonnes, hein, et qui, même si il est jamais là sur les coups de pied arrêtés, bien qu'il peut en tirer quelques-uns, il va toujours être présent dans toutes les actions offensives qu'on fait, et notamment l'année dernière, on l'a vu pas mal mettre des passes décisives aussi dans le jeu, en fait. Et
voilà, moi je prends ce pari-là en tout cas. Je sais que Golovin a du mal récemment là, à mettre les passes décisives aussi parce qu'il tire moins les coups de pied arrêtés. Et surtout parce que dans le jeu, je le vois jamais. Clairement, Golovin, c'est pas le genre à donner des caviars dans le jeu. J'ai l'impression en tout cas. Voilà, après on a un autre au niveau des autres latéraux, peut-être Ouattara à la limite, c'est pareil, du coup c'est le pendant de Caio, donc on peut se dire que c'est pas lui qui va mettre le plus grand nombre de passes décisives. Donc ouais, j'imagine Minamino du coup, alors avec un peu moins du coup de passes que la plupart des gens disent. Là on avait, alors quoique non, même pas les auditeurs, mais Non, 12 aussi. Non, c'est vrai que la plupart des gens, ouais, en final on part, ça va de 10 à 14, ouais. Donc c'est assez, à 15 même. Donc c'est assez resserré. Mais par contre, du coup, Boris voit Golovin, ce qui est aussi le choix de pas mal d'auditeurs, parce que c'est quand même, il arrive deuxième derrière Caio. C'est vrai qu'on peut imaginer ça, mais bon, encore faut-il que Golovin, voilà, tire les coups de pied et puis aussi soit bon, tout simplement, parce que c'est encore à confirmer cette saison, vu qu'on l'a pas trop vu. Donc voilà. Oui, là, sur ce début de saison, mais non, mais on peut penser que ça va être le top 3. Malgré tout, il y a un truc qui me surprend. Non, parce que j'ai moi-même pas fait ce choix-là. Faut pas oublier que celui qui a tiré tous les coups de pied arrêtés depuis le début de saison, quand il était là, c'est Camara. Oui. Mais... Et il y avait Ben Seguir sur le terrain, et il y avait Akliouche sur le terrain, et il y avait Minamino sur le terrain. Mais il n'y avait pas Caio Henrique. Voilà, il n'y avait pas Caio Henrique, il n'y avait pas Golovin. Donc à voir à quelle place il sera réellement dans la hiérarchie quand ces deux joueurs-là, qui semblent a priori être nos deux tireurs numéro 1, enfin nos deux tireurs numéro 1, oui, nos deux tireurs numéro 1, de nouveau sur le terrain, mais on peut penser également que si Camara continue à tirer les coups de pied arrêtés, que devrait y avoir quelques passes également de son côté. Voilà. Je trouve aussi que Golovin, par rapport juste à Golovin, je disais ça aussi par rapport au début de saison, c'est juste que aussi on ne sait pas s'il sera vraiment titulaire ou s'il aura cette place vraiment de milieu offensif, comme il y a eu beaucoup de débats là sur cette début de saison par rapport à ça, vu que l'équipe tourne bien. Donc on peut imaginer aussi que Golovin joue moins, on ne sait pas trop dans quelle configuration ce sera aussi. Donc voilà, c'est aussi, je pense pour ça que Golovin n'est pas forcément le plus plébiscité. Ouais, mais oui, moi je pense surtout que c'est Caio, malgré tout, on a trop en tête l'année dernière, et que le mec, il joue très très peu, et il termine à une passe décisive de notre meilleur passeur. Tu te dis, en extrapolant un peu bêtement, qu'il aurait évidemment fini meilleur passeur, ça c'est une certitude. Alors peut-être pas avec autant de passes qu'un simple calcul, mais certainement qu'il aurait été pas loin de la quinzaine de passes décisives l'année dernière, le latéral brésilien. Les tops maintenant, les tops, donc ce sont les joueurs que l'on voit réaliser une bonne saison. On fera les flops un peu plus tard. Et donc dans cette catégorie des tops, on va commencer par un trophée, pas de meilleur buteur, mais on va commencer, pas de meilleur joueur, pardon, mais on va commencer par la bonne surprise. Donc le joueur qu'on n'attend pas trop, et qui fait une très bonne saison. Alors l'année dernière, c'était... il y avait eu du Minamino, parce qu'il y a des gens qui ne l'attendaient plus dans bonne surprise, il y en a qui l'avaient mis en progression. Il était même pas loin d'être... Et même pour beaucoup, il était carrément le meilleur joueur. La bonne surprise, les auditeurs, vous êtes partis sur Ileni Kena. 32%, c'est beaucoup, je trouve. Mais c'est vrai que pour le coup, s'il fait une bonne saison, ça sera clairement une bonne surprise. C'est également le choix pour Pierre et Patrice. Damien est parti sur Boisbré. Il va faire plaisir à la communauté. Hein. Oui. Ça, c'est pour aller sur son site. Hein. Ça, c'est du clientélisme pur et simple. Flo est parti sur Salissou. Pour moi, il a déjà passé le cap. Mais pour moi, il a déjà passé le cap de la bonne surprise. Pour moi, c'est une valeur sûre. Après, peut-être qu'il le voit faire une encore meilleure saison. Pourquoi pas. Ben Seguir pour Arthur. Pareil, est-ce que vraiment Ben Seguir pourra considérer une bonne surprise? Je trouve qu'on est plus dans les attentes. Donc il faudrait vraiment qu'il fasse une excellente saison pour que ça soit considéré comme une surprise. Et on est nombreux, donc à savoir Adrien, Boris, toi et moi, à être partis sur Magassa.
dont on va certainement avoir grandement besoin au milieu de terrain, vu qu'il semble être le 3e dans la hiérarchie. Il a fait un bon premier match face à Lens. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai voté pour lui, parce que j'y crois pas énormément. Mais j'ai envie de croire qu'il va nous faire une bonne saison et qu'il va faire le job quand on aura besoin de lui. Et en ce sens, ça sera une bonne surprise pour moi. Ouais, je suis assez d'accord, c'est exactement pour les mêmes raisons. Et évidemment, on est biaisé beaucoup aussi par ce début de saison, hein. On sait très bien qu'il a rempli déjà son rôle au milieu de terrain en l'absence de Lamine Camara. Et d'ailleurs, Lamine Camara qui est le deuxième qui est publicité par les auditeurs. Et c'est vrai que quand on y pense, ça peut être une bonne surprise. Après, c'est une surprise de courte durée. Disons que la surprise, elle est déjà apparue. C'est-à-dire qu'on a quand même recruté un joueur qu'on pensait, on savait qu'il avait un bon niveau de Ligue 1, on savait que c'était un bon joueur de Metz, mais on a été, je pense, tous à peu près un peu surpris quand même par son niveau et par son rendement aussi, parce que c'est quand même un joueur qui a été relativement utile et sur les 2 premiers matchs, et pour cause, quand il n'est pas là, on n'a pas gagné. Mais effectivement, à voir après son rendement sur tout le long de la saison, on va pas s'enflammer non plus. Mais on peut imaginer aussi que ce soit une bonne surprise s'il continue à exploser comme ça à ce niveau-là. Après, ça reste une recrue et c'est compliqué de mettre une recrue en bonne surprise, quoi. Ça dépend. Tu vois, les auditeurs ont mis Ileni Nikena et je peux le comprendre aussi. Pour le coup, je trouve que Camara, il a une bonne tête de bonne surprise. Parce que c'est vrai que quand il arrive, comme tu l'as bien dit, on est plutôt satisfait de le prendre, mais c'est pas non plus la signature du siècle. Donc s'il est aussi intéressant et fort qu'il l'a été sur les 2 premières journées, qu'il arrive également à retranscrire ça en Ligue des Champions, ça sera au-delà des attentes qu'on avait. Et donc, parce que comme tu l'as bien dit, c'est une recrue, donc tu pars un peu de zéro, surtout sur un profil jeune comme ça, tu sais pas forcément trop à quoi t'attendre. Donc, après, c'est une recrue titulaire, quoi. C'est pour le coup, Nikena, on le prend en mode c'est remplaçant, tout ça, donc je peux comprendre la vraie surprise qui peut arriver. Après, Camara, on sait très bien qu'il jouera, donc ouais. A priori, oui. On est assez d'accord sur ça. Autre catégorie positive, on va partir sur la meilleure progression. Et là, les auditeurs, vous êtes sur Ben Seguir à 36%. C'est également le choix d'Adrien. Magassa, on en a parlé là, c'est également le choix pour Patrice. Ouattara pour Damien, toi Quentin et Boris. Et enfin Akliouche pour Pierre, Flo et moi-même. Et j'avais oublié Salissou. Salissou pour Arthur, voilà, c'est ça. Donc j'ai peut-être non, c'est ça, c'est que Salissou c'était pour Flo en bonne surprise, voilà. Donc Salissou en progression pour Arthur. Donc globalement on est sur un duel Ouattara Akliouche. Voilà, je te laisse parler de Ouattara. Globalement j'ai l'impression que tu as un petit fil rouge sur du coup Caio Henrique, il va peut-être sauter, quoi. Ouais, voilà, c'est l'idée que je me suis fait aussi, parce que clairement on n'a plus de Jacobs, donc on n'a que 2 latéraux gauche, on a des matchs, on a de plus en plus de matchs, et donc on aura un Ouattara qu'on verra aussi. Aussi côté gauche, on sait qu'il peut rentrer en tant qu'ailier, et voilà, je suis assez confiant sur sa progression. C'est clairement un joueur qui demande qu'à ça, progresser, qui a été recruté l'année dernière. Donc vraiment en plein milieu du mois de novembre pour compenser le départ de Jacobs, et il a clairement fait le taf. Après, il y a eu quelques périodes un peu plus compliquées, notamment défensivement, etc. Mais voilà, c'est un jeune joueur, je pense que c'est normal, et ce serait normal en fait qu'il progresse, et voilà, je le vois aussi comme meilleure progression, parce que il y a aussi la possibilité de s'exprimer potentiellement à 100% si Caio potentiellement est pas là ou doit être remplacé, et il n'y a pas Jacobs, il y a rien qui l'empêcherait à part Caio, en fait. C'est pour ça que je le vois aussi bien progresser, et pourquoi pas nous sortir des gros matchs. Alors jusque peut-être aller prendre la place de Caio, je sais pas, je pense pas non plus tout de suite. Après, on sait très bien que Caio est fragile, ça peut toujours partir en blessure, et même pour de courtes durées.
Donc voilà, je le vois aussi à ce niveau-là, jouer plus et puis se montrer plus aussi que la saison dernière. Ouais, non, ça s'entend clairement. Il est maintenant le numéro 2 du poste. Et après, tu disais, on a également quand même la possibilité, Mawissa sur ce poste-là, et en dernier recours, Crépin Diatta. Pas l'oublier que l'année dernière, on l'a utilisé. Est-ce qu'il a vraiment un profil si différent que ça de Ouattara ? Je suis pas sûr. Pour l'instant, Ouattara, défensivement, il nous a pas montré des grandes prouesses non plus. Donc, mais oui, je pense que ça peut en effet être une des vraies progressions. Moi, je suis parti sur Akliou. De toute façon, vous le savez, c'est pour moi, chez les jeunes joueurs, celui qui a le plus gros potentiel. Celui dont je préfère le style de jeu, plus posé, moins soliste qu'un Ben Seguir. Donc il y aura moins d'éclat, mais je pense qu'il peut nous faire énormément de bien. Et donc pour moi, voilà, ça doit être la saison de l'explosion. On s'est un peu foutu de ma gueule, c'était un peu sorti du contexte sur ma comparaison que j'ai eue à Lyon avec Pierre et Adrien sur Bernardo Silva au même âge. Et je répète ce que j'ai bien dit. En sortie de saison 15-16, Bernardo n'a pas fait une très bonne saison, parce que c'est là où ils avaient le même âge. Il avait fait une bien meilleure saison, c'est vrai, que l'année d'avant, avec ses bonnes entrées en Ligue des Champions, où on avait vu des très belles choses, mais qu'il avait eu un peu plus de mal à valider la saison d'après, même si la saison restait correcte. Mais par contre, il a complètement explosé lors de la saison 2016-2017. Là, il n'y a aucun débat. Dans une équipe qui, je pense, malgré tout, était également beaucoup plus forte que celle qu'on a cette année, même si on le verra. On n'est pas à l'abri d'une excellente surprise, mais beau chercher, je vois pas Falcao dans notre effectif. Fabinho, même si j'aime beaucoup Zakaria, je pense pas qu'il atteindra jamais son niveau. Donc c'est pour ça, je pense que Akliouche va être la progression de l'année. Et puis voilà, on a fait une autre catégorie un peu plus bas sur va-t-il devenir international ? Moi j'ai mis oui, international français. Donc c'est également, ça va en ce sens pour moi. Voilà, ça va être le joueur titulaire dans notre milieu offensif avec Golovin et Minamino. Pour moi, voilà, ça sera ça la ligne des trois. Et je vois Ben Seguir peut-être un petit ton en dessous. Et surtout, j'aime moins son style de jeu, donc je suis plus attiré par Marnès Akliouche. Pour les auditeurs, sachant qu'il a déjà été meilleure progression. C'était Ben Seguir. On l'avait félicité meilleure progression l'année dernière, donc c'est vraiment effectivement l'explosion cette saison que tu vois du coup. C'est ça. C'est ça, ouais. Je pense que là, parce que là, t'as la Ligue des Champions en plus. Donc c'est là où on va voir est-ce qu'il va être capable de sortir des bonnes prestations en Ligue des Champions contre les équipes moyennes et également contre les trois grosses équipes, 4 avec Benfica, qu'on a dans notre pool. La dernière catégorie, enfin l'avant-dernière avant meilleur joueur. Après, on peut parler peut-être de ce qu'ils ont dit les auditeurs. C'est vrai qu'ils ont mis Ben Seguir pour la plupart. Oui. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais personnellement, je trouve aussi qu'il il a besoin pour de moi, c'est comme Akliouche. C'est un peu le même genre. C'est vrai que pour le coup, il n'a pas explosé encore, donc on peut se permettre de dire qu'il va progresser cette saison. Ah bah évidemment. L'année dernière, il a quasiment fait une saison blanche. L'année dernière, on attendait pour le coup son explosion. Il y a eu énormément de blessures. Il est revenu en fin d'année, ça a été plutôt pas mal. Là, il fait un bon début de saison. Il a été titulaire. Il n'y avait pas Golovin, donc à voir encore une fois comment ça va se remettre en place. En plus là, les matchs là, ils vont s'enchaîner. La Ligue des Champions commence, donc ça va jouer deux fois par semaine, une semaine sur deux jusqu'à Noël. Et il y avait Magassa aussi d'ailleurs dans les progressions, mais pareil, ça va. On est d'accord que ça va avec tout ce qui est surprise et forcément une surprise est une progression en général. Et pour le coup, Magassa, c'est un joueur qu'on a quand même dans notre effectif depuis un petit moment déjà. Et qu'on voit quand même un peu s'imposer un peu plus cette saison, donc pourquoi pas aussi en progression. Il part d'un peu plus loin aussi, c'est pour ça que Pat il met Magassa, moi encore une fois, ça me mais comme Ouattara, les deux partent d'un peu plus loin, donc ils vont peut-être monter moins haut que Ben Seguir et Akliouche, mais il y a quand même un petit peu moins d'attente sur eux, je pense, parce qu'on a vu quand même un petit peu moins de choses. Ils sont un peu moins référencés, même si les deux autres ne le sont pas non plus énormément, mais
On en parle quand même dans les médias sportifs. Souvent, quand ça parle de Monaco, t'as Golovin qui revient très vite. Et ensuite, c'est Monaco, ils ont leurs 2 petites pépites là au milieu de terrain, Ben Seguir et Akliouche. Donc les forcément, il y a des grosses. Oui, c'est vrai que Ben Seguir également est allé chercher la médaille de bronze avec le Maroc. Catégorie meilleure recrue, bon bah là il y a pas vraiment de débat. Lamine Camara, 73% pour les auditeurs. C'est un plébiscite pour l'équipe Radio Diagonale. Bon, il a fait 2 matchs, 2 excellents matchs. Il a ce carton rouge qui vient un peu tout gâcher, mais bon, le premier jaune, il est lunaire. Le deuxième est mérité, mais le premier est tellement lunaire qu'on a quand même du mal un peu à l'incriminer. Après, la concurrence des autres recrues, je pense que c'est aussi là où il se dégage un peu facilement. C'est que il n'y a pas d'autres recrues. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment d'autres. Il y avait Kerrer juste à la limite. Ouais, mais c'est vrai que. Mais bon, je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est pas la recrue. C'est pas vraiment une recrue. Du coup, il y a un peu ce. Ouais. Ça ferait mal que ce soit la meilleure recrue, quoi. Sachant que c'est quelqu'un qui était déjà là il y a 6 mois. Mais ouais. Donc ouais, Camara, après on le rappelle, hein, on a signé donc Ileni Kena, extrêmement jeune. Si c'est la meilleure recrue, tant mieux, hein. Ça veut pas dire que les autres n'ont pas été mauvais, mais ça voudrait surtout dire que lui a été très fort. Jordan Thésée, je pense qu'on peut y croire, mais de là être meilleur. Donc ouais, de toute façon on est globalement tous partis sur Lamine Camara. Encore une fois, on fait l'émission, il y a eu 3 matchs, il a fait 3 bons matchs. Donc il y a aussi une petite culture de... Ouais, 2, pardon. Oui, mais en plus, mais le 3e, il n'était pas là, et il a presque... brillé par ça lui a presque... Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'il n'a pas été là, et même si pour le coup, au milieu de terrain, le match a été bon, parce que quand on avait fait le débrief, on avait dit que les 2 meilleurs, ça avait été justement Zakaria et Magassa. On peut quand même penser que, bizarrement, c'est le match où on a été le moins bon globalement, et c'est le match où même si Saint-Etienne c'était pas fou non plus, on va pas se mentir, où il n'était pas là. Donc non, Camara, ça semble logique. Donc Camara, pour moi, ça me fait un peu penser à Zakaria l'année dernière. On en attend énormément. On verra. On n'avait pas trop vu arriver Singo. Est-ce que Thésée va faire ce qu'a fait Singo ? On verra aussi. Pour l'instant, il y a eu une bonne rentrée et une mauvaise mi-temps. Donc voilà, il est encore évidemment beaucoup trop tôt pour tirer des enseignements. La dernière catégorie, c'est la catégorie meilleur joueur, les auditeurs. Alors là, c'est pour le coup, il y a une vraie répartition des votes, et je vais te laisser justement en parler. Mais celui qui arrive numéro 1, c'est Alexander Golovin, 22% des votes. Derrière, on a qui ? On a Ben Seguir à 19%. Et après, on a 2 joueurs ex-aequo qui sont Minamino et Zakaria. Et donc, intéressant de voir aussi que Singo apparaît pas du tout, sachant que c'est quasiment celui qui a été plébiscité. Non, mais c'est celui qui a été plébiscité le plus l'année dernière. Mais on pourrait imaginer quand même qu'il nous sort une saison pareille, quoi. Donc, carrément au point d'être meilleur joueur. Voilà, on voit effectivement plus les joueurs à caractère offensif. Il y a ensuite Akliouche qui vient là. Et tu parlais des joueurs à caractère offensif. Il n'y a pas grand monde qui voit Mbolo non plus. On va pas se cacher. Mais parce que encore, il a fait... Surtout nos milieux offensifs qui sont mis à l'honneur là. Ouais. Et Zakaria. Ouais, mais c'est logique. Et puis de toute façon, je vais dire ça, mais au final, on a fait les mêmes choix dans l'équipe. Mais on a vu 3 matchs. Nos attaquants ont été nuls sur les 3 matchs, même si pour le coup, Mbolo avait plutôt fait un bon match contre Saint-Etienne. Mais derrière, ça a été très mauvais face à Lyon et très mauvais face à Lens. Balogun, on a vu 2-3 trucs dans le jeu, ok si vous voulez, mais malgré tout, devant le but, ça continue d'être catastrophique. Donc forcément, ils en pâtissent un peu. Peut-être que c'est Balogun l'année dernière, il avait fait plutôt un début de saison correct, et on s'était dit, bon bah c'est pas mal, on va avoir des choses intéressantes. Et puis finalement, ça s'est écroulé. Donc c'est évidemment compliqué de tirer des enseignements sur seulement 3 matchs. Et c'est tout l'intérêt également de cet exercice. Mais donc chez nous, comme vous, auditeurs, Arthur et Patrice, ils sont partis sur Golovin. Ben Seguir, donc, qui est 2e chez les auditeurs, c'est également le choix de Boris et de Damien. L'autre joueur qui était 3e, si je dis pas de conneries, c'est Minamino. Et c'est ton choix, Quentin, c'est également celui de Flo et c'est celui de Pierre. Je crois que c'était lui l'année dernière qui avait finalement été élu meilleur joueur. J'ai un doute avec Golovin, mais
Et Singo, de toute façon, on n'était pas le top d'accord 3. avec les 3, ouais. Bon, enfin voilà. Les 3 ont été les meilleurs, quoi. C'était le top 3, et puis un petit cran en dessous, on avait Fofana et Ben Yedder, voire Zakaria, enfin bref. Et Adrien et moi, on est reparti sur Zakaria. Alors je dis reparti pour moi, parce que Zakaria, l'année dernière, je l'avais mis en début de saison meilleur joueur. Au final, ça n'avait pas été le cas. Il avait fait une saison correcte, mais un peu en deçà de ce que j'attendais. Là, j'ai vraiment envie d'y croire. Il fait pour le coup un excellent début de saison. C'est vraiment le patron. Il a pris le brassard. Il a pris le capitanat. Voilà. Maintenant, c'est à lui vraiment de devenir ce taulier, ce leader au milieu de terrain, celui qui va tenir la baraque en championnat, qui va nous faire énormément de bien malgré tout son expérience son expérience en tout cas des grands matchs pour la Ligue des Champions. Donc pour moi vraiment c'est Zakaria. Et toi t'es parti sur Minamino, qui maintenant est devenu une valeur sûre. C'est fou, alors qu'il y a un an il sortait d'une année catastrophique, et un an plus tard il est devenu quasiment le meilleur joueur de l'équipe. Donc c'est pour ça on peut y croire pour Balogun. Non, mais oui, alors je suis d'accord. Et d'un autre côté, Minamino, j'ai toujours trouvé que c'était quand même un joueur qui n'était pas maladroit des pieds, qui était clairement un dynamiteur, et on l'a vu aussi des références en Europe, et notamment à Liverpool, notamment à Salzbourg avant. Enfin voilà, il y avait tout pour qu'il réussisse chez nous. Il n'a pas réussi la première saison, et voilà, il a montré qu'il était là après. Et maintenant, effectivement, ça reste une valeur sûre. Et moi, je le mets en meilleur passeur aussi pour ça, parce que je sais que, moi, je pense qu'il va faire son 10-10, son début de 10 passes D au moins, parce que voilà, il reste le premier milieu offensif qu'on met sur la feuille de match. Et voilà pourquoi je le vois à ce niveau-là. Et au-dessus d'un Golovin, malgré tout, parce que on en parlera plus tard dans d'autres catégories peut-être. Mais les gens le voient encore, le mettent encore sur un piédestal, et le voient encore le meilleur joueur de notre effectif. Effectivement, on peut dire ça. Maintenant, ça fait quand même beaucoup de saisons qu'il est là, et j'ai un peu peur qu'il n'arrive pas à assumer ce rôle en l'absence maintenant de Ben Yedder, et en prenant ce numéro 10. Mais ça, on va en parler tout de suite, je pense, du coup. Ouais, on va en parler, mais juste, donc, du coup, tu dis que Minamino, tu le vois faire un double-double, donc ça veut dire que toi, tes deux buteurs qui atteignent 10 buts, c'est donc Mbolo, tu l'as mis à 16, et Minamino. Ok. Ok. Bon, maintenant, les flops. Là, c'est la catégorie, enfin, ce sont les catégories, forcément, qui font un peu moins plaisir. On va commencer par la plus cool des moins bonnes catégories, c'est la déception. Balogun, pour vous les auditeurs, à 26%. Tu peux me dire également lesquels autres joueurs ont été cités. Balogun, ouais, c'est vrai que moi je suis le premier à le penser, qu'il faut lui laisser une deuxième saison. Donc vous êtes quand même aussi un quart à penser que ça va encore être une déception, et que, comme le disait Pierre dans la dernière émission bilan, que ça va tout simplement devenir une des plus grosses erreurs de casting de l'histoire de l'AS Monaco, quoi, tout simplement, parce qu'à 40 millions... c'est sûr que ça commence, c'est déjà une déception, ça on est tous d'accord là-dessus. Ça commence à en être une sur les 3 premiers matchs de la saison, et la tendance n'est pas au retournement de situation, quoi. Donc là, on voit très bien d'ailleurs par l'intermédiaire des auditeurs le ressenti global actuel, c'est-à-dire que c'est Balogun effectivement qui arrive en premier, et en second c'est Thésée, en fait, bizarrement, j'ai envie de dire, parce qu'il est arrivé et il a fait une mauvaise mi-temps, et voilà. Donc ça a été direct la punition pour Thésée. Donc assez intéressant, mais oui, non, alors c'est vrai, on va pas non plus tirer des conclusions trop hâtives. C'est pour ça que faut aussi mettre tout est relatif là par rapport à ça, la mauvaise prestation, les mauvaises prestations de Balogun depuis qu'il a commencé la saison. Bon, on peut se dire aussi que il va se réveiller, et que il va être meilleur que l'année dernière, et du coup ça fera, c'est pas possible de le mettre en déception, même s'il fait une saison aussi une saison aussi neutre que l'année dernière, quoi. Mais bon, on peut dire aussi que c'est une déception parce qu'on en attend beaucoup plus. Donc voilà. Et je pense que c'est un peu ce qui en est ressorti de nos votes à nous, puisqu'on a été très très éparpillés pour le coup. Et personne n'a mis Balogun, ce qui veut dire que soit il y en a qui n'attendent plus rien de lui,
et ils ont tout de suite, de toute façon vous le verrez dans une autre catégorie, c'est peut-être plutôt là qu'il a été plébiscité, soit il y en a tout simplement qui pensent que il va faire une bonne saison. Pour le coup j'ai un peu plus de mal à y croire, parce que quand on voit la ligne pire joueur, a priori il n'y en a pas beaucoup qui doivent faire une bonne saison. C'est ça. Mais alors du coup je vais les citer, ce qu'on a mis dans l'équipe. Vas-y. Donc on a Kerrer qui arrive pour Flo et Pat du coup. Alors c'est vrai que c'est un joueur qui va être beaucoup mis à contribution en défense centrale. Est-ce que du coup il perdra sa place et il tombera en flop? Alors, pour l'instant c'est pas la tendance, mais c'est vrai que c'est assez osé. On a Thésée du coup pour Damien, donc l'éternel le foot de l'instant présent, vraiment. Mais bon, c'est un pari, hein, c'est un pari. Ça peut être une déception, parce que c'est quand même une recrue avec un petit pédigré quand même. Donc, oui. Voilà, donc ensuite on a Enrique pour moi et Boris. Donc effectivement, toujours dans mon idée que Kai Enrique effectivement peut potentiellement perdre sa place ou déçoit par ses prestations. Voilà, moi j'imagine potentiellement qu'il s'effondre et qu'il n'offre pas les passes décisives qu'il pouvait offrir avant. Bon, on verra bien. Et après, on a du Mbolo aussi, Arthur et Pierre. Alors c'est pareil, Mbolo qui fait pas un très bon début de saison. Malgré tout, Arthur met Mbolo en meilleur buteur. Bon. Oui, avec 11 buts. Hein. Voilà, avec 11 buts, avec un faible taux. Et effectivement, Pierre est assez cohérent puisqu'il mettait Akliouche en meilleur buteur. Donc voilà, on peut se dire aussi que notre meilleur, justement, notre 9 attitré, peut flopper. Et dans ce cas-là, ce serait assez catastrophique pour nous. Être décevant, en tout cas flopper, je sais pas, mais être décevant, quoi. Ne pas être décevant, oui. Là où on espère qu'il va être, parce que maintenant il est censé être devenu notre attaquant numéro 1, surtout qu'on peut croire en Balogun. Donc, oui. Et enfin, du coup, il y en a deux autres. Donc Akliouche pour Adrien. Akliouche, potentiellement, effectivement, qui, on pourrait mettre beaucoup d'attentes de son point de vue. Du coup, on pourrait se dire qu'il va exploser et au final, qu'il reste totalement neutre. Donc, pourquoi pas, hein, effectivement. Et enfin, Rome, du coup, on en parlait tout à l'heure, qui a mis Golovin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ? Non, j'ai pas envie. Non, Golovin. En plus, vous savez, Golovin, je l'aime beaucoup. Je fais partie de ceux qui le défendent depuis le début, contrairement aux langues de vipère Damien et autres Boris. Mais malgré tout, j'ai un petit doute sur un point bien particulier chez Golovin. Je pense qu'il va faire une très bonne saison de Ligue 1. Je pense qu'en Coupe de France, il va faire le job. Est-ce qu'il va vraiment jouer énormément de matchs ? Ça, encore une fois, on ne sait pas quand on va sortir. Mais moi, Golovin, je l'attends énormément sur la Ligue des Champions, sur la Coupe d'Europe. On l'a vu un peu évoluer en C3, on l'a vu évoluer également en barrage, et globalement, on avait toujours le même discours dans les débriefs sur... il s'est caché, Golovin, on l'a pas vu. Il est où, le Golovin, vraiment, qui prend le jeu à son compte, qui fait du bien, celui qu'on voit en Ligue 1, et même dans les gros matchs de Ligue 1, on l'a déjà vu à ce niveau-là, mais c'était déjà un petit peu également son souci, même si ça s'était un petit peu résorbé depuis 2 ans. Donc en fait, moi, c'est pour ça que c'est une déception. C'est que je pense encore une fois qu'il va être bon en Ligue 1, et que ça sera loin d'être une déception. Par contre, en C1, j'ai d'énormes doutes. Voilà. Et moi, je l'attends là. C'est ma plus grosse attente de la saison, c'est ce que va faire Golovin en Ligue des Champions. Je pense que c'est même au-delà de qu'est-ce que va faire Akliouche, qu'est-ce que va faire Ben Seguir, est-ce que Mbolo va être un excellent buteur, est-ce que voilà, c'est presque la chose que j'attends le plus, c'est est-ce que Golovin peut hisser son niveau de jeu au niveau européen, en plus dans la plus grande des compétitions. J'ai d'énormes doutes, et pourtant je l'adore, mais il m'a tellement montré le contraire lors des dernières campagnes européennes, qui en plus étaient à l'échelon inférieur, que j'ai beaucoup de doutes, et c'est en ça que je le mets déception, et j'espère que j'aurai tort. J'espère que j'aurai tort, encore une fois, vraiment. Mais j'ai un peu peur que ça soit le cas, et qu'à la fin de tous les matchs, on dise Golovin, il n'a pas fait un très bon match de Ligue des Champions. C'est vrai que c'est la première saison qu'on se requalifie en Ligue des Champions, hein, lui qui a déjà connu avec des champions avec Monaco, un des rares joueurs qui a connu avec des champions avec Monaco, et effectivement il n'avait pas fait grand chose, hein, clairement à l'époque. Il venait d'arriver aussi, le pauvre. Ouais, c'était
Voilà, c'est vrai que là, on peut avoir de l'attente malgré un joueur qui est effectivement hyper expérimenté chez nous. On pourrait se dire qu'on n'a plus beaucoup d'attente, on sait ce qu'il vaut et on sait ce qu'il va nous faire. Mais pour le coup, c'est une compétition totalement inédite par rapport bah, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 6 ans. Donc voilà, 7 ans même maintenant. Non, 6. Je sais plus, 6 ans, ouais. Et donc voilà, donc on peut se dire que voilà, maintenant on l'attend à ce niveau européen. Est-ce qu'il a progressé? Voilà, il est quand même dans la fleur de l'âge, quoi. Ça doit être notre leader technique et il doit montrer la voie. Il doit montrer comment on joue au niveau européen et comment on joue bah voilà, la Ligue des Champions, quoi. Au bout d'un moment, c'est lui qui doit être titulaire, quoi. C'est notre co-doyen avec Minamino, je crois que Oui, du coup, Minamino, ouais, c'est vrai. Les deux ont 29 ans. Donc voilà, encore une fois, on va le redire. Hein, moi, ça me foudroie, mais on a 0 trentenaire. Dans l'effectif, c'est une chance, mais même sur le terrain, déjà, et a fortiori dans l'effectif, mais on n'a aucun trentenaire sur le terrain. Moi, ça me pose beaucoup de problèmes, mais bon, bref. Moi, puis Golovin, c'est pas le caractère non plus. Ah bah il en a du caractère, mais bon, avec les arbitres, ouais, peut-être. Il le met pas au bon endroit. Pire recrue, c'est l'avant-dernière catégorie des Oscars, des pronostics négatifs. Bon bah pire recrue évidemment, Jordan Tézé, 49% pour vous les auditeurs. Bon, ouais. Il a pas fait une bonne mi-temps, c'est vrai. Est-ce que Mawissa a vraiment fait un bon match contre Lens ? Je ne sais pas. Il aurait pu coûter un but hein, s'il n'y avait pas eu cette main miraculeuse. D'ailleurs, Mawissa, c'est le choix de Patry. Ouais, c'est ça, c'est le choix de Patrice. C'est également mon choix. Alors pour le coup, je dis ça, mais c'est un choix de... Je sais pas qui mettre en fait. Je pense pas qu'on va avoir de mauvaises recrues. C'est par élimination en fait, ouais. C'est vrai qu'on a du mal à mettre une pire recrue et je pense qu'on va avoir du mal à la fin de l'année, à la fin de la saison. Parce que même si Eleni Kena est pas bon, de toute façon il a 18 ans, enfin je veux dire, j'en attends pas monts et merveilles, ça sera quasiment que du bonus Eleni Kena, sauf si vraiment c'est Myron Boadou. Et là, bon, à ce moment-là, bon, il aura une bonne gueule de pire recrue. Mais je pense pas que ça sera le cas. Donc comme je n'ai quasiment pas d'attente sur lui, en tout cas pas beaucoup, non pas que j'en ai beaucoup plus sur Mawissa, mais je pense que Eleni Kena sera un peu mieux que Mawissa. Donc voilà, Eleni Kena, c'est le choix pour Damien, pour Adrien, pour Boris et pour Arthur. Et sinon, toi, Flo et Pierre, vous êtes partis sur Jordan Tézé. Encore une fois, là, quand je vois tous ces noms, ouais, en fait, ils ont tous un peu des gueules de recrues, peut-être Tézé, c'est celui où on en attend le plus, donc je peux le comprendre. Oui, c'est ça, c'est pour ça en fait. Ils sont en pire recrue. C'est celui qui vient pour jouer en tout cas le plus de minutes sur les trois. C'est pas faux. Après, c'est pas faux. On pouvait dire aussi, encore une fois, il y avait Kerrer, mais on va l'éliminer de l'équation. Et Camara, en fait, Camara qui, pour le coup, c'est parce qu'on l'a joué, mais si on avait fait ce prono il y a 3 semaines, je suis pas sûr qu'il soit dernier dans ce classement. Donc voilà, on peut imaginer, voilà, c'est assez vite dit. Ouais. C'est vrai que bon, voilà, tout le monde dit Tézé aussi parce qu'il fait une mauvaise mi-temps. Enfin voilà, ça va très vite, on sait très bien. Mais bon, on peut imaginer du coup que c'est le plus probable niveau flop. Ouais, pourquoi pas. On va pas attacher trop d'importance à ce pronostic, effectivement. A priori, voilà, moi je pars avec l'idée que il y aura pas de... parce qu'en même temps, il n'y a pas... Enfin si, ça serait Lamine Camara. Peut-être que là, si lui, pour le coup, en fait, on se rend compte qu'il est mauvais, là, pour le coup, ça sera peut-être lui, la vraie pire recrue. Mais voilà, là, on n'a pas... Et ce sera catastrophique parce qu'on n'a pas de milieu derrière, quoi. Mais oui. Ah si, on a Magassa qui va faire la meilleure progression, la meilleure surprise. Voilà. Mais donc voilà, on n'a pas de Balogun, voilà, cette année. On n'a pas de Zakaria même. Zakaria, quand même, il arrive avec un autre pédigré, donc ouais, on verra bien. La dernière catégorie, c'est celle du pire joueur. Et là, on n'est pas au plébiscite, mais 44% des auditeurs, c'est Folarin Balogun. C'est qui derrière qui arrive Attends, laisse-moi deviner. Qui peut arriver derrière ? Ils ont dû remettre Jordan Tézé. Parce que je t'avoue que je suis pas allé regarder. En plus, j'ai le tableau devant moi, mais je suis pas allé regarder les détails des votes, mais il doit y avoir du Tézé. Le deuxième est très drôle. Le deuxième est très drôle et c'est pas Jordan Tézé. Philippe Keun.
Non, c'est Edan Diop. Ah putain, ouais, Dan Diop. Et ouais, Donc, et Crépin on Diatta. l'a pas évoqué, et Crépin Diatta, effectivement, Et bien qui arrive sûr, juste après. Bien sûr. Alors, Évidemment. il y a une manie, hein, on sait maintenant depuis 4-5 ans qu'on fait ça, qu'à chaque fois, le pire joueur est un joueur qui ne joue pas. Donc il y a eu beaucoup Matazo des saisons dernières, et bah, pour cause, hein, il n'a pas été bon, et en plus, il était plus là, carrément, au bout d'un moment. Là, Diatta joue pas récemment, malgré le fait qu'il a été très utile quand même la saison dernière. Enfin, très. Ouais, il a plutôt été fait une utile. bonne année. Il a fait Voilà, une bonne il a fait quand saison. même Donc, relativement une bonne saison. Voilà. Et en fait, forcément, Ouais. par définition, si tu joues pas, tu peux pas te montrer. Et le peu de fois où tu vas jouer, on va se dire que t'es nul. Et voilà. C'est un peu le syndrome du défenseur qui rentre jamais, quoi. Bon, Edan Diop, on va pas. Enfin, moi, je vais pas. Clairement, je pense pas qu'on va le voir beaucoup. Et en plus, si on le voit, effectivement, il y a fort à parier qu'on le voit pas se montrer non plus. Plus que ça, quoi. Donc, bon, pourquoi pas, mais pour moi, on peut l'exclure de l'équation. Et après, effectivement, il y a du Thésée, il y a du Matazo, du coup, parce qu'il est encore dans cette lignée des joueurs qui est dans l'effectif, mais qui ne joue pas. Donc, Ouais. en fait, le vrai pire joueur que tout le monde voit, ça reste Balogun, en fait, hein, quand on y pense. Et nous, d'ailleurs, on est plutôt sur ça aussi. Il y a quelques petites. Il y a quelques petites, voilà, pas des petits paris. Flo qui dit Magassa, intéressant. Alors Pour le pourquoi coup, pas, c'est du coup. intéressant parce qu'il était quand même, enfin, assez souvent. Il est revenu 4 fois, enfin, une fois dans Progression et 3 fois dans Bonne Surprise. 4 Ouais. fois dans Bonne Surprise, donc voilà. Et c'est vrai que lui, pour le coup, ça veut dire qu'il n'y croit pas du tout et ça peut se comprendre aussi. Ouais, donc pourquoi pas, effectivement. Donc il sort Magassa qui sortirait vraiment une saison catastrophique en tant que milieu de terrain, vu qu'il joue un peu plus et qu'il arrive en remplacement, pourquoi pas. Mais bon, effectivement, ça reste assez osé. Et toi, du coup, Rome, Moi, j'aime qui bien faire des choix décidément bizarres. est à contre-courant de tout le monde. Alors, je vais juste aller voir ce joueur s'il a été au moins plébiscité par quelqu'un. Non, 0% chez les auditeurs. Donc, donc voilà. Donc toi, c'est Vanderson que tu as choisi en pire joueur. 0%. Ah merde. 0%. Ah, je pensais pas. Non, alors, je m'explique. Je ne pense pas que Vanderson va être le moins bon joueur de l'AS Monaco, mais tu l'as bien dit, moi j'ai quand même envie de parler des joueurs qui vont jouer, donc j'ai envie de prendre le top 15. Et je pense qu'en fait, Vanderson, il a même été titulaire les 2 premiers matchs, il n'a pas été mauvais, mais je pense qu'il va perdre sa place. Je pense que c'est Singo qui va finir à ce poste de latéral droit, voire Thésée, selon ce qui se passe également en défense centrale. Et donc je pense que dans ce petit jeu de chaises musicales, je mets le latéral gauche à part, mais donc entre nos 2 axiaux et notre latéral droit, on a Salissou, Kerrer, Singo, Thésée, Vanderson. Ça en fait 5 pour 3 postes. Et je pense que celui qui va sauter en premier, c'est Vanderson. Et après, Thésée, j'en ai pas vu assez pour me faire une idée. À l'heure actuelle, je le vois plutôt 4. Moi, à l'heure actuelle, je pars sur une défense Salissou, Kerrer, Singo. Donc, en ce sens, je pense que Vanderson va être le moins bon joueur de nos joueurs importants. Je pense que notre milieu de terrain va être bon, nos milieux offensifs vont être bons, et nos attaquants, évidemment que Balogun, c'est le choix logique. Mais Balogun, moi je l'ai mis meilleur buteur et j'ai expliqué pourquoi. Parce que je pense que si on veut faire une bonne saison, on va avoir besoin, a priori en tout cas, c'est pas obligatoire, mais je pense qu'on va avoir besoin d'un bon Balogun. Je pense qu'on va avoir besoin d'un bon Akliouche, d'un bon Golovin, etc., etc. Je pense qu'on peut faire une bonne saison sans un bon Vanderson. Tout comme ça peut être valable sans un bon Jordan Thésée ou sans un bon un de nos 3 axiaux. Mais j'ai un peu plus de mal à y croire parce que voilà, le poste de latéral droit, on a du monde. Donc voilà, c'est pour ça que moi je pars sur Vanderson et J'aurais et voulu j'ai le même vendre envie- du coup, peut-être. ouais, à et ce j'ai- mercato, tant c'est qu'il ce que est j'allais dire. assez haut. C'est ce que j'allais dire. Moi, je le vois partir cet hiver parce qu'il aura perdu sa place, qu'il aura toujours sa valeur marchande et il partira cet hiver. Et du coup, est-ce qu'on pourra le classer en pire joueur s'il part cet hiver? Ah oui, ça peut arriver quand même dans notre.
Et merde, je m'arrange. Non, mais après, mais il le sera sans doute pas. Encore une fois, j'ai très peur que ça soit Balogun. J'ai extrêmement peur que ça soit Balogun, mais je ne le veux pas pour le bien de l'équipe, pour le bien de notre saison. On a pu baigner d'air. Mbolo n'est pas un grand buteur, on le sait. Il est Nikena, on n'en sait absolument rien et il a 18 piges. Donc si Balogun nous refait la saison de l'année dernière, on sera pas podium. Faut oublier tout de suite. Il y a très peu de scénarios où on peut l'être. Donc, c'est pour ça que voilà, je ne vote pas Balogun, mais si j'avais dû mettre de l'argent, j'aurais voté Balogun. Voilà. Ou Edan Diop, pour faire plaisir à Damien, qui ne l'a pas mis dans Bonne Surprise. Je suis extrêmement déçu. Bon, il est passé sur Boisbré, c'est vrai qu'on en a parlé. On a eu au moins le petit crack. Donc voilà, c'est... Le chat noir a donc jeté son dévolu sur Boisbré qui va donc nous faire une mauvaise saison. Maintenant, bon, très rapidement, les 3 petites dernières questions, c'était des questions un petit peu subsidiaires. Il y avait, combien de joueurs voyez-vous à plus de 10 buts? Ça, on en a profité de le faire pendant meilleur buteur de la saison. Il reste maintenant 3 petits trucs. Alors, Marnes Akliouche, international, oui ou non? Et c'est 55. Et si oui, c'est vrai. France ou c'est quoi, Algérie, Tunisie? Ouais, Algérie, ouais. Algérie. Donc pour vous les auditeurs, c'est 55% oui avec la France. C'est également le choix de Quentin, Florestan, Pierre et moi-même. Et donc les autres, c'est un grand nom. Donc, personne ne le voit choisir la nationalité sportive algérienne, comme l'a pu faire un Ben Seguir avec le Maroc. Toi, t'as mis oui. Alors, pour quelle raison? Parce qu'on n'a plus personne en équipe de France au milieu de terrain? Non, alors pas au milieu de terrain forcément, mais justement, alors déjà parce que quand on a fait cette question, on s'est dit effectivement un Akliouche qui va exploser. Potentiellement, on sait que ça peut arriver en équipe de France. On avait fait une question une année avec Aguilar et qui était hautement peu probable et qui est pourtant s'est réalisé. Oui. Après, on va pas se cacher, il n'y a pas de compétition internationale. Du coup, cette année, même l'année d'après, il y a juste la Ligue des Nations. Donc, a priori, Deschamps ou un autre sélectionneur, peut-être, on ne sait pas, pour sélectionner d'autres joueurs aussi, pour tester. On sait qu'au milieu de terrain, il avait fait des nouveaux choix encore pendant la trêve internationale. Pourquoi pas du coup convoquer un Akliouche. Alors évidemment pour moi pas en Algérie parce que il y a eu des rumeurs à la fin de la saison dernière. On a bien vu qu'il était quand même fidèle à la France, qu'il a même représenté au JO et il est assez âgé déjà pour ne plus changer de nationalité sportive. Après il y en a qui le font toujours, hein, mais je le vois quand même avec assez d'ambition pour rester en France. Et notamment avec cette équipe de France qui pourrait manquer d'un joueur offensif de cette trempe-là, parce qu'effectivement au milieu de terrain il va clairement pas concurrencer un Fofana, non je rigole, non plutôt un 8 ou un 6 en tout cas dans cette équipe, mais plutôt soit un ailier, soit un attaquant reculé, potentiellement remplacer un Griezmann, je sais pas, ça peut être ce genre d'entrée ou alors au moins de sélection qui peut prétendre. Après c'est plus un pari aussi, puis c'est aussi pour se dire que si nous on fait une bonne saison et qu'on assoit un peu notre niveau en Europe, hein, qu'on arrive à se qualifier aussi en 16e, enfin en barrage pardon, sinon Damien il va me taper sur les doigts, ou en 8e, potentiellement on sait que Deschamps il suit beaucoup les joueurs de Monaco, qu'il aime les joueurs de Monaco et qu'il sait sélectionner les joueurs de Monaco qui prétendent à l'équipe de France. Donc il y a quand même une certaine probabilité pour que ça arrive. Après je pense pas que ça arrivera à 50-50 quoi. C'est quand même il y a quand même moins de chances que ça arrive, je pense, dans les prochains mois. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et puis en plus, toi, tu le vois comme une grosse explosion, une grosse progression encore. Donc pourquoi pas aller à un niveau au-dessus en équipe de France. Ouais, moi c'est pour ça que j'y crois. L'équipe de France, malgré tout, entame une reconstruction.
petite, légère, mais on a quand même vu, comme tu l'as dit, des nouveaux joueurs arriver, et je pense que voilà, si Monaco fait encore une fois la saison qu'on pense qu'ils vont faire, à Cliouche, je pense il sera pour quelque chose, donc ça m'étonnerait pas de le voir appelé dans une liste sur la fin d'année. Je sais pas quand est le dernier rassemblement, ça doit être peut-être avril, bref, je le vois plutôt là, plutôt que lors du tout prochain rassemblement avec l'équipe de France, qui doit être en début d'année prochaine. Je sais même plus. En fait, très honnêtement, l'équipe de France, j'en ai tellement plus rien à foutre que je suis plus. Enfin, à part les grosses compétitions, mais là, tu vois, le match contre la Belgique et le match contre l'Italie, c'était le dernier de mes soucis, quoi. Les matchs de l'équipe de France, c'est vraiment devenu sans intérêt aucun. Il n'y a même plus de monégasque à suivre, hein, pour le coup. Ouais, mais même. est parti et voilà. Même, je m'en fous, en fait. Même s'il y a des monégasques, moi, ce qui m'intéresse, c'est les matchs qui ont de l'intérêt. Donc, les matchs de qualif ou quoi, flemme. Alors là, la Ligue des Nations, flemme. Et en plus, on joue comme des cochons, donc reflemme. Qui va être le gardien titulaire de la saison? Madjeki à 82%. C'est également un plébiscite chez Radio Diagonale. Alors, c'est moi qui avais posé cette question, parce que c'est pas... j'ai mis Madjeki, hein, mais c'est pas qui souhaitez-vous être titulaire. Là, je pense que c'est évidemment Madjeki, à part peut-être pour un ou deux gens bizarres. Mais je commence à avoir un petit peu peur sur le retour au poste de titulaire de Madjeki. Keun fait un bon début de saison, il faut le dire. Il va encore jouer plusieurs matchs là avant que Madjeki revienne, parce qu'a priori c'est pas attendu avant la fin du mois, donc il y a quand même plusieurs matchs, il y a des matchs importants, parce qu'il y a les 2 premiers matchs de Ligue des Champions qui risquent d'être avec Philippe Keun. S'il est bon contre Auxerre, s'il est bon contre Barcelone évidemment, contre Le Havre, c'est le Dynamo je crois qu'on affronte le tout début octobre, ça sera peut-être déjà Madjeki d'ici là, mais bon, à voir. Voilà, c'est pour ça, je continue de penser que Madjeki va jouer le plus de matchs, mais le petit doute s'est installé dans ma tête. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que c'est encore une histoire de culture de l'instant. On est toujours là à dire, même sur DAZN, là où il disait alors vous pensez que Keun va garder sa place, tout ça, enfin. Clairement, oui, ok, il fait des bons matchs, il fait des clean sheets, super. Mais dès qu'il y aura une bévue, dès qu'il y aura une cagade, dès qu'il y aura une erreur, tout le monde va revenir vivement Maetsky, vivement. Ah ouais, ça c'est autre chose, ouais. En fait, alors mais moi j'en suis sûr qu'il y en aura une. En fait, on le connaît, Keun. En fait, il peut pas rester comme ça aussi bon tout le temps. Et même Maetsky, il en fait des fois des bourdes. Mais je veux dire, il inspire toujours pas cette confiance qu'on aurait avec Maetsky, et puis aussi en termes de patron de la défense. Moi je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'on reverra Maetsky, et que dès qu'on verra Maetsky, on saura que c'est lui qui doit revenir. C'est pour ça que je suis assez je pense assez d'accord avec tout le monde sur le fait que au final le gardien titulaire sera lui. Par contre, si il met un peu de temps à revenir, si on a beaucoup de matchs aussi, peut-être qu'il y aura un Keun qui va revenir en Coupe de France, qui va nous sortir une grosse perf en Coupe de France, on sait pas. Toi, tu nous vois vainqueur, peut-être ce sera le gardien titulaire en finale de Coupe de France. Donc peut-être que ça fera la diff, mais en matière de nombre de matchs, j'ai peu de doutes sur le fait que Maetsky en jouera, il en jouera plus, c'est sûr. Après, bon, est-ce qu'il sera titulaire à chaque fois? On espère tous. Je l'espère fortement, mais ouais, voilà. Faut pas oublier, Madjeki l'année dernière, il prend la place justement un peu quand même grâce à ses bonnes prestations en Coupe de France aussi. Et puis, le gardien titulaire c'est Madjeki, et donc Keun, en toute logique, devrait reprendre sa place sur le banc. Malgré tout, on parle de Madjeki, donc on parle d'un gardien qui est titulaire que depuis 6 mois. Je veux dire, c'est pas comme si on était en pleine période sous Basic, ou je remonte encore un petit peu plus tard, en pleine période Barthez, il se blesse, t'as le gardien remplaçant qui prend sa place sur le début de saison. Bien entendu que quand Barthez revient, il reprend sa place de titulaire. Madjeki, même si on l'a dit l'année dernière, il a été clé, ça a été peut-être un des tournants de l'année.
il a quand même pas non plus ce statut-là. Et voilà, j'ai des petits doutes. J'espère vite que Hutter va nous rassurer et va tout de suite remettre Majeki titulaire, même si Keun a été très bon pendant l'intérim. Mais voilà, le doute est en moi, alors que non, j'espère vraiment pas. Et enfin, la dernière question, c'était Monaco va-t-il être acheté par l'Arabie Saoudite avant la fin de saison? Donc ça veut dire pas l'été prochain, hein, c'est avant la fin de saison. Donc ça sera certainement, si ça a lieu cet hiver. Hein. Vous êtes non à 56%, non chez Pat, moi-même, Adrien, toi Quentin et Arthur, et donc Boris, Pierre, Flo et Damien ont répondu oui. Bon, alors là, ça c'est le... Là, c'est vraiment, on lance une pièce, quoi. On est vraiment sur ce type de probabilité. Est-ce que c'est... Je sais pas. Bon, il n'y a peut-être pas de matière à débattre, hein. C'est sûr que là, on a vu beaucoup d'infos contradictoires ces derniers temps à ce sujet. Bref, on a tendance à voir, alors je sais plus exactement quand ça s'était ficelé à l'époque de Rybolovlev et à quelle période, mais de mémoire, c'est pas en plein milieu d'une saison que les choses se font, ou s'annoncent en tout cas. Après, ça arrive. Si, les Russes arrivent en cours de saison de Ligue 2. Mais parce qu'ils n'ont pas eu le temps, et c'est là où on fait notre premier gros mercato d'hiver et qu'on sauve un peu ce début de saison. Monaco se dirigeait sûrement mais doucement vers le national. Hein. On était dernier. Je veux dire, l'été d'avant, on en parlait. Enfin, c'était déjà, ça parlait déjà de ça, quoi. Donc c'est pour ça que des fois là, on parle de ça, mais on voit pas vraiment d'intérêt hyper concret à part l'Arabie Saoudite. On sait même pas qui c'est en fait, hein, évidemment. Et du coup, ça me paraît un peu bizarre que ça arriverait d'un coup, que tous déficelleraient en 2 semaines. Bon, pourquoi pas, après, on sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais moi, c'est vrai qu'on voit mal comment ça pourrait arriver, mais c'est vrai que si ça arrive, ça chamboulerait un peu tout dans l'organisation. J'espère que sur le terrain, ça se verra pas, hein, carrément pas. Mais non, mais voilà. C'est ça, pour le coup, on est loin d'être des analystes compétent à la matière pour savoir ce qui va se passer, quoi. Non, mais c'est surtout qu'on n'a pas après voilà, c'est plus une histoire de feeling. Après, il y a est-ce que ça serait une bonne chose, est-ce que vous êtes pour, ça c'est encore un autre débat, est-ce que ça serait une bonne chose pour le club, est-ce que l'image de l'Arabie Saoudite est quand même un petit peu limite sur plein de choses, sur le droit humain, etc. Est-ce que vraiment ça serait une bonne chose qui reprenne le club? C'est aussi ça fait partie du débat aussi, mais là on est vraiment sur est-ce que ça peut se faire? Forcément que oui, ça peut se faire, mais est-ce que ça peut se faire dès cette saison là pour le coup? Moi je pense que voilà, je vois plus ça se faire sur une période estivale, donc pourquoi pas l'année prochaine, mais voilà, j'ai du mal à y croire là en cours de saison, donc c'est pour ça que j'ai répondu non. Maintenant, si un jour il commence vraiment à y avoir des rumeurs très concrètes, on fera de toute façon des émissions dessus et on pourra parler justement un peu plus en détail de est-ce que c'est une bonne chose sportivement, pour l'image, etc. que l'Arabie Saoudite prenne la tête de l'AS Monaco. Voilà, Quentin, merci de m'avoir accompagné pour cette émission pronostic, émission qui sera évidemment intéressant de se re-regarder à la fin du championnat, quand la 34e et dernière journée sera sifflée. Ils doivent bien rigoler, les gens qui nous regardent à la fin du championnat, quand on sera éliminé de toute compétition en 16e. On aura été éliminé de poule de LDC, on aura perdu le premier match de Coupe de France, on aura fini 4e de Ligue 1. L'année dernière, on n'avait pas été trop mauvais, parce qu'on était à peu près sur... Il n'y avait pas la Ligue des Champions. Mais on n'avait pas été trop mauvais sur le pronostic global. Sur le parcours de coupe, il n'y avait personne qui nous voyait vraiment aller très très loin, je crois. En tout cas, il n'y avait pas de vainqueur de mémoire. Même au niveau des joueurs, on ne s'était pas tant trompé que ça, même s'il y avait eu Balogun qui avait été catastrophique, mais le renouveau de Minamino, mais qu'on avait déjà vu sur le mois d'août, où il avait été clairement le meilleur joueur du mois d'août. Donc au moment où on avait fait l'émission, on était déjà quand même dans un mood de nouveau un peu plus positif sur lui. Donc l'année dernière, il y avait eu 4 matchs avant de faire l'émission. Là, il y en a eu 3. Donc c'est un de moins.
Donc on verra bien en tout cas. Voilà. Merci de m'avoir accompagné. Prochaine émission, ça sera samedi. Pardon, samedi. Monaco reçoit l'AJ. Non, j'ai du mal. Se déplace à. Je fais une Damien, putain. Monaco se déplace à l'AJ Auxerre samedi à 19h avant de recevoir dans la semaine le FC Barcelone pour le retour de la Ligue des Champions. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.